Au Niger, 12 militaires et un civil impliqués dans le putsch déjoué. La déclaration a été faite mercredi par le ministre de la Défense. Au Togo, le gouvernement célèbre ses fils de la diaspora. C'est à travers le projet Réussite Diaspora qui a pris corps le 11 janvier à Lomé. L'Afrique de l'Ouest sort de la pire épidémie d'Ebola. L'OMS y a annoncé la fin ce jeudi. Bonjour chez vous, bienvenue dans ce journal. Au Niger, dans le cadre de la tentative de coup d'État que les autorités ont dit avoir déjoué à la mi-décembre 2015, 12 militaires et un civil, tous nigériens, ont été arrêtés. C'est du moins ce qui ressort de la déclaration faite mercredi par le ministre de la Défense, Mahamadou Karidjo. Les faits remontent au 17 décembre 2015 où le président nigérien Mahamadou Issoufou avait affirmé qu'une tentative de coup d'État visant à une déstabilisation des institutions avait été déjouée. Cette annonce et la vague d'arrestations de militaires qui a suivi ont contribué à tendre le climat politique à l'approche de la présidentielle du 21 février où 15 candidats, dont le président, sont en lice. Mercredi, le ministre de la Défense, Mahamadou Karidjo, a déclaré que 12 militaires et un civil, tous nigériens, ont été arrêtés dans le cadre de la tentative de coup d'État que les autorités ont dit avoir déjouée. À ce jour, les enquêteurs ont situé la responsabilité de 13 personnes, dont 10 militaires, des fans, 2 gardes nationaux du Niger et un civil. Une liste de 10 autres officiers a été retrouvée avec un des prévenus, en l'occurrence celui qui semble être donc le chef, mais les vérifications en cours n'ont pas encore établi leurs responsabilités. Les officiers dont les responsabilités sont établies seront très bientôt présentés au commissaire du gouvernement pour leur poursuite judiciaire, d'autant plus qu'ils doivent comparaître devant le tribunal militaire. Au titre de la même affaire, 10 civils et 3 douaniers font l'objet d'enquêtes de la gendarmerie nationale pour vérification de leur implication éventuelle à compter du jour où ils ont été mis à la disposition de la gendarmerie. En ce qui concerne l'opposant et un des candidats à la présidentielle, Ama Amadou, le ministre de la Défense a confirmé qu'il avait été entendu dans le cadre de l'enquête sur le putsch déjoué dans sa prison de Filengue, au nord de la capitale, où il est incarcéré depuis 2 mois pour son implication présumée dans un trafic de bébés avec le Nigeria. Au Burkina Faso, le premier gouvernement de l'ère Paul Kaba Thiéba est connu depuis mercredi. Aussitôt formée, la nouvelle équipe gouvernementale a tenu son premier conseil des ministres. Une rencontre dite de prise de contact entre les 25 ministres et 4 secrétaires d'État ainsi que le président Roch-Marc Christian Kaboré du Faso. L'objectif était de faire connaissance et s'imprégner de la feuille de route de ce dernier. Par la présidentielle de Kosema Ouagadougou, ce mercredi après-midi, les ministres du nouveau gouvernement arrivent un à un. Simon Compaoré, l'ancien puissant maire de Ouagadougou, seul le ministre d'État chargé de l'administration du territoire et de la sécurité est présent. Il est 16 h, le gouvernement au grand complet prend place dans la salle du Conseil des ministres. Quelques minutes plus tard, ils sont mis en confiance par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, suivi ensuite du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est l'heure de la première prise de contact du premier gouvernement post-transition. Une heure d'échange pour situer le contexte à la nouvelle équipe gouvernementale. Le travail, la responsabilité, l'éthique, la lutte contre la corruption, l'impunité, l'exigence de résultats. Voilà. Ce sont
les maîtres mots que le chef de l'État a délivrés à tout le monde. Un cabinet de 29 membres, dont 4 secrétaires d'État. Aucun militaire ne figure dans ce gouvernement où le ministère de la Défense et des anciens combattants revient au président lui-même, Roch Marc Christian Kaboré. Cette femme occupe des portefeuilles dans ce gouvernement, dont celui de l'économie et des finances décerné à Rosine Koulibaly. L'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, devient le numéro 2 du gouvernement. 2 journalistes entrent dans ce nouveau gouvernement. L'ancien correspondant de RFI et promoteur de la radio Omega, Alpha Bari, est le nouveau chef de la diplomatie burkinabé. Rémi Fulgence Dandinou, de la télévision privée Burkina Info, est nommé ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement. Les sankaristes, longtemps opposés au régime Compaoré, entrent dans le gouvernement. Une semaine après sa nomination, l'économiste Paul Kabatieba forme son équipe de combat qui doit incarner la rupture pour faire face aux nombreux défis d'un peuple insurgé. En Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Daniel Kablan-Doukan a tenu mercredi son premier conseil des ministres. Une occasion pour les Ivoiriens de découvrir les nouveaux visages de ce troisième gouvernement de l'ère Doukan. Chris Paterna-Simian pour le reportage. Dernière ligne droite avant la photo de famille. Sur le tapis rouge, des numéros indiquant le poids de chacun dans ce nouveau gouvernement. Malgré cela, certains essaient de se trouver une place, tandis que pour d'autres, c'est déjà un acquis. 36 ministres contre 31 auparavant. La nouvelle équipe gouvernementale formée par le président Alassane Ouattara fait une large part aux femmes, mais conserve le statut de l'équipe précédente. 9 personnalités, dont 4 femmes, découvrent pour la toute première fois la salle du Conseil des ministres. Difficile de ne pas remarquer ces nouveaux venus au regard des sentiments qui se lisaient sur les visages. Passé le temps du dépaysement et de l'enchantement, le chef de l'État ivoirien réaffirme ses priorités. Poursuivre la dynamique amorcée depuis son premier quinquennat, l'ambition étant de parvenir à l'émergence économique et sociale du pays annoncée pour 2020. Mais pour l'heure, les Ivoiriens attendent et espèrent, à travers ce nouveau gouvernement, l'accomplissement de certaines promesses électorales après la victoire d'Alassane Ouattara aux dernières élections présidentielles tenues en Côte d'Ivoire en octobre 2015. Pendant ce temps, au Bénin, l'alliance RB-PRD et Force Cori pour un Bénin émergent pour le scrutin du 28 février continue de faire des vagues. Eh bien, au niveau de Porto Novo, la capitale du pays et fief du Parti du Renouveau démocratique, bien des militants semblent sous le choc. Les réactions de quelques-uns ici sont des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Donrissou. La façon dont le PRD nous a traité cette fois-ci, ça ne nous a pas plu. C'est hier que moi j'ai vu par hasard à la télé que le logo du PRD, le logo de FCB et le logo de RB sont ensemble pour soutenir Lionel. Où? Nulle part on nous a informés. Nulle part on nous a informés. On est déçus complètement. Normalement, je ne sais pas, un parti, avant de prendre une décision, il faut qu'on consulte l'électorat. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? La politique, si c'est la politique, c'est comme ça. Donc, la politique, c'est un jeu de mensonges. Nous ne sommes pas d'accord. Il a pris une décision seul. Je pense que la décision n'engage que Ngudi seul, pas les membres de son parti. Vraiment, j'étais très déçu, très surpris. On ne s'attendait pas à cela. Même si le PRD a décidé de rester dans la mouvance, il peut toutefois chercher quelqu'un qui a vécu, qui est resté au Bénin, qui connaît les problèmes des Béninois et s'allier et former la mouvance avec celui-là. Mais on est parti chercher quelqu'un qui ne connaît pas le Bénin entièrement, qui ne connaît même pas le Bénin, je vais dire, et pour venir être président dans notre pays. C'est dommage. On a déjà dit qu'on est indépendant, mais bizarrement, ce sont les Français qui veulent nous gouverner. Au fait, principalement, moi, je n'ai pas digéré. J'ai déçu les Porte-Noviens. C'est triste. C'est une injure pour notre pays. Donc ça veut dire que tous les Béninois qui sont au Bénin ne sont pas capables. C'est grave. Mais ça n'engage que. Il y aura match sur le terrain, c'est tout.
Maladie très sournoise, le cancer à travers le monde ravage. Le Bénin ne fait pas exception. Les indicateurs contenus dans le registre du cancer en disent d'ailleurs long. La rédaction de SICA a bien voulu s'intéresser au sujet. Souvent perçu comme la pire des maladies, le cancer est une pathologie très redoutée. Sa survenue dans la vie de tout individu provoque des bouleversements de taille. Tous les pays, à des échelles variées, enregistrent des cas de cancer de divers ordres. Au Bénin, les révélations ne sont pas négligeables. Les indicateurs contenus dans le registre du cancer de 2013 à 2015 révèlent 852 cas de cancer enregistrés sur Cotonou et ses environs. Donc nous n'avons pas encore les statistiques de l'ensemble du territoire national. Le cancer est à l'origine du décès de milliers de personnes par an dans le monde. On peut noter des avancées dans la lutte, mais pas encore de traitement universel. Mais le mal peut être moindre si la maladie est découverte assez tôt. Seulement, la mentalité d'un nombre de pays africains ne conduit pas à ce fait. Nos concitoyens et nos concitoyennes n'ont pas la culture des bilans de santé. Car en réalité, chaque année, une fois tous les ans ou 2 fois par an, il est important de faire un bilan sanguin. Le bilan sanguin qui, en réalité, est la photographie complète du bon fonctionnement ou du mauvais fonctionnement des organes du corps humain que nous ne voyons pas à l'œil nu. Le cancer, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, on peut en guérir. Mais lorsqu'on le diagnostique de façon tardive, malheureusement, l'espoir de survivre est quasiment amenuisé. Le cancer avancé, une fois diagnostiqué, impose un traitement trop onéreux, le plus souvent au-delà des capacités financières des malades. Les exemples ne se font pas rares. C'est une dame qui souffre d'un cancer des reins depuis 2014. Elle a déjà perdu un rein, littéralement broyé par le cancer. Le médicament qu'elle doit prendre, la boîte de 30 comprimés, coûte 4 200 €, soit à peu près 3 millions de francs CFA. Les enfants ont pu lui acheter une boîte le mois d'août de l'année dernière. Un médecin a eu l'amabilité d'offrir une boîte à cette dame, ce qui fait le 2e traitement. Et au jour d'aujourd'hui, n'ayant pas les moyens, malheureusement, la dame est en train de lutter contre la mort. Le cancer est une maladie silencieuse qui évolue en sourdine. Sembler bien portant n'exclut pas que l'on véhicule des pathologies en soi. Le seul moyen de détection et de prévention reste bel et bien le bilan de santé. Pendant 5 jours, le gouvernement de la République togolaise va célébrer ses vaillants ressortissants résidant au-delà des frontières de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Un projet dénommé Réussite Diaspora a pris corps le 11 janvier dernier à Lomé. Ils sont nombreux, ces membres de la diaspora togolaise, à honorer de leur présence cet événement qui marque le début de ce nouvel an au Togo. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, pour le reportage. Créer un espace d'échange sur les orientations politiques pour le développement durable du Togo inscrit l'événement dans un cycle d'activités dénommé la Semaine de réussite diaspora. Faire de la diaspora un outil d'attirance des investissements étrangers au Togo et puis distinguer les membres les plus méritants de la diaspora. Ce sont là, entre autres, les objectifs que vise l'initiative Réussite Diaspora, dont les rideaux ont été levés le 11 janvier dernier à Lomé. Je crois que les réticences, on en aura toujours dans tous les domaines. Mais le but du gouvernement est d'abord de féliciter ceux qui ont les talents, qui le méritent, et de les encourager à s'intéresser à leur pays, parce que nous avons un seul Togo, et c'est notre patrie. Les 7 lauréats de cette première édition de la Semaine Réussite Diaspora ont été connus lors de la cérémonie du lancement au ministère des Affaires étrangères. Ils excellent dans le domaine de l'éducation, la santé, l'économie, les sciences et recherches, et puis
en art, culture et sport. Paris gagné d'abord pour le ministère, Paris gagné pour le pays et puis surtout Paris gagné pour les lauréats et les membres de la diaspora. L'idée au départ du ministre, du ministère et du gouvernement, c'était de vraiment mettre à l'honneur les réussites et les talents togolais à l'extérieur. Parce que c'était, comme le disait le ministre Robert Doucet, des talents qui étaient cachés, des talents qui n'étaient pas assez valorisés, assez mis à l'honneur. Donc on a, comme il a dit, rectifié cette anomalie et on a profité aussi de l'occasion de cette rectification pour leur donner aussi un rôle. Parce qu'il ne s'agit pas de légitimer leur reconnaissance, il s'agit aussi de les amener à apporter quelque chose au pays derrière. Plusieurs conférences et débats sont au menu de cette première édition de la semaine Réussite Diaspora au Togo, dont les manifestations prennent fin ce 16 janvier. C'était là le développement de votre journal sur SICA. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous.